Ok, Christophe. Donc, Christophe va parler. On a le plaisir d'accueillir en deuxième orateur Christophe Gau, docteur Christophe Gau, qui est pédopsychiatre à Lyon, qui a soutenu récemment une thèse de philosophie à Paris, qui est également doctorant en neurosciences ici à Bordeaux, et donc qui va nous présenter avec ses multiples casquettes sa vision de ce qu'est un problème en psychiatrie. Parole est à toi, Christophe, tu as une demi-heure. Merci à tous les deux. Merci au président de la Société médico-psychologique, à la Société médico-psychologique, bien sûr, voilà, qui a un travail vraiment de fond chaque année sur des sujets très différents. Donc, moi, je suis vraiment très honoré de pouvoir participer aujourd'hui sur un sujet qui me passionne. Sur qu'est-ce qu'un problème? C'est presque une question qui paraît très triviale. Le mot problème, on l'utilise tous les jours. J'ai un problème. Donc ça va pas aller plus loin que ça, hein. Moi, je vais pas parler d'un problème d'un point de vue philosophique. C'est qu'est-ce que c'est quand mon patient me dit j'ai un problème. Et alors pourquoi ça touche la question de la frontière? Je m'aperçois en écoutant Steve, et je pense qu'en écoutera aussi Alex et peut-être d'autres, qu'il y a peut-être plusieurs manières de comprendre la frontière. Moi, je l'ai compris d'une manière. Comme je l'ai entendu chez Steve, je l'ai vu comme quelque chose de plus vertical. Voilà, il y a la frontière, par exemple, du plongeur qui pourrait pas aller plus profond, euh, parce que bah, l'ignorance nous arrête, parce que il y a les frontières de la connaissance. Ces questions d'humilité, moi, j'aimerais bien qu'on en discute après. J'ai abordé, moi, la question de la frontière d'une autre manière, de manière plus géographique, un petit peu comme on délimite, on strie le paysage, on crée des frontières, en fait, entre deux États. Et donc, c'est une autre manière de poser la question. Et puis, je vais essayer de délimiter, on va dire, de hiérarchiser ces différentes manières de créer des frontières. Alors, comme disait Vincent, hein, voilà, je voulais juste présenter d'où je parlais. C'est vrai que j'ai deux centres d'intérêt, enfin trois. La clinique psychiatrique, ça vient vraiment de questions qui émanent de la clinique que je pratique au quotidien. Et puis un intérêt en effet pour la philosophie de la psychiatrie. Et de l'autre côté, euh, Vincent disait neurosciences. En fait, ce qui m'intéresse, c'est cette question de la variable, de comment on structure nos composants qui sont à la fois neuroscientifiques, à la fois statistiques, à la fois cliniques, donc comment on structure nos symptômes. Et il y a toute une réflexion au travers de cette structuration. Là, je mets quelques ouvrages, par exemple celui sur la mesure, il y a une philosophie de la mesure. On voit que parmi les éditeurs, on voit qu'il y a Patrick Supp, il y a des philosophes qui se sont intéressés à ça. Et puis, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'une variable. J'étais en mobilité à Amsterdam, il y a vraiment tout un laboratoire qui va s'interroger sur la question de la variable, qui a une théorie de la variable. Donc, des fois, en philosophie, on en parle d'unité d'analyse. On en parlait avec Germaine Berrios qui parlera de ça. Et puis, tout simplement, en psychiatrie, on appelle ça un symptôme, un signe. Derrière ce qu'on appelle une variable, ça va être notre symptôme, ce qu'on manie au quotidien. Donc, il y a beaucoup de noms pour désigner la même chose. Et donc, toute une pensée autour de cette variable. Et donc, c'est vraiment cette question-là, moi, qui m'a intéressé. Et quand on s'intéresse à la variable, eh ben, il va falloir s'intéresser à comment la structure, donc comment la classe. Et voilà, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé aux classifications psychiatriques avant tout. Alors, avant d'aborder cette question de la variable, qui est celle du symptôme, qui est celle du problème, puisque toute variable ne fait pas problème, tout symptôme peut-être ne fait pas problème pour le patient, et c'est là où c'est ce que j'aimerais questionner. Là, j'aimerais aborder la question des frontières mouvantes. En fait, à quelles échelles les frontières sont-elles mouvantes? Donc, posé comme ça, c'est finalement se demander où faut-il tracer des frontières, où les frontières sont-elles déjà tracées. Pour ça, je prends un premier exemple, enfin, je vais prendre plutôt un cadre, hein, celui très métaphorique de la vie mode d'emploi, un livre absolument incroyable, extrêmement dense, en fait même tellement fourmillant de détails, et les détails s'accumulant au point que le réel devient illisible, le réel, même la frontière entre le réel et la fiction devient illisible dans le livre avec des centaines et des centaines de personnages dans ce livre de Pérec, avec une impossibilité à distinguer le réel de la fiction, de la possibilité de découper le réel aussi. Et en fait, on le voit dans le schéma qui est schéma central, hein, c'est le schéma de cet immeuble qui est décrit, dont les personnages font le cœur du roman, et chaque personnage est en lien avec un autre, avec énormément de contraintes. Hein, Georges Perec est membre de l'Oulipo, il se met des contraintes littéraires.
Donc des contraintes dans l'écriture, dans le fait de mettre, de structurer finalement chaque personnage dans une pièce avec un autre personnage dans une autre pièce, avec tous les objets des pièces qui sont décrits, du tapis à la commode, en passant par leur voyage passé. Et donc on voit qu'on a comme ça une question du réel qui est fragmenté, hiérarchisé, combiné, classé, reconstruit, avec en toile de fond une œuvre qui est à chaque fois recomposée dans différents pays du monde par un artiste peintre qui va la détruire, qui va l'envoyer, qui va la reconstruire, qui va redéchirer sa propre œuvre, etc. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a une observation du réel qui s'appelle la fiction, qui transforme le récit. Donc, il y a tout un mélange comme ça, très hiérarchisé. Et, euh, et puis, je vais vraiment prendre ce cadre pour parler des différents niveaux où placer les frontières. Donc, ça sera plus clair de ce que j'appelle niveau des frontières, en les détaillant l'une après l'autre. Alors, un premier étage, je reprends cette image de Georges Perec, hein, cette image de cet immeuble haussmannien qu'on a coupé, dont on a coupé la façade de manière transversale, avec des frontières qui pourraient se faire entre communautés cliniques et scientifiques. Alors, je reviendrai moins sur la question des études sur l'ignorance que sur la question des cultures épistémiques proposées par Norsetina. Euh, Culture épistémique, c'est l'idée qu'en fonction de notre champ dans lequel on travaille, on va avoir des styles de pensée très différents, on va avoir des manières de raisonner différentes. Où je vous donne un exemple par exemple, un collègue qui va faire du patch clamp, c'est-à-dire ça, son objectif de thèse était d'attraper une cellule avec une petite pince. Il a mis 2 ans et demi à arriver à attraper sa cellule, et puis il lui restait 6 mois pour faire ses études, son expérimentation, écrire sa thèse. Donc, sa thèse, ça se passait à essayer d'attraper une cellule qui était fragile, qui se brisait. On revient, Cetina donne l'exemple en chimie moléculaire de ces protéines qui cèdent, où il faut être très exploratoire dans la manière de faire. Et puis, dans ce livre, c'est comparé à la physique, dans lequel on a des hypothèses très fortes, dans laquelle les atomes sont interchangeables, dans laquelle les techniques sont extrêmement rodées, tout est prévu des fois des années à l'avance avant de lancer l'expérimentation. Et donc, on a une autre manière de raisonner, une manière, on pourrait dire, très rigide d'un côté, très exploratoire de l'autre. Et on voit bien qu'en psychiatrie, ben, on est sur un mode un peu plus exploratoire, dans un laboratoire, entre guillemets, plus fluctuant. On le voit d'ailleurs que ce genre de colloque autour de la question des frontières, elle se constitue pas autour d'un laboratoire unique, mais sur des frontières très floues, avec des chercheurs qui eux-mêmes viennent de différents endroits, qui se réunissent des fois en 1 heure euh, en visioconférence sur un sujet, et puis l'heure d'après sur un autre sujet. Donc on voit qu'il y a, dans la manière même d'aborder notre spécialité, on respecte ce flou des frontières. Donc voilà, il y a une sorte d'autres philosophes pourraient dire, de danse des pratiques. On a une danse particulière, on fait, on va dire en psychiatrie plus du street art que de la danse classique. Et donc ça structure un réseau de manière particulière au travers de certains objets. Pour certains, ça va être le cerveau. Nous ici, bah, c'est la question de la frontière. Deuxième niveau, euh, eh bien, les frontières mouvantes se retrouvent au niveau de la pratique clinique elle-même. Et on pourrait dire que si on voulait faire une pratique clinique assez, je ne vais pas dire légitime, mais assez honnête, il faudrait mieux connaître l'incertitude de notre discipline. Donc, on l'a vu avec la question des sciences de l'ignorance. Ça serait peut-être une question qu'on pourra aborder. Je ne sais pas si les sciences de l'ignorance et les sciences de l'incertitude, est-ce que c'est un synonyme juste dans des champs différents, justement, qui ont tracé des frontières parce que c'était des mondes différents? En tout cas, les arguments sont à peu près les mêmes. Dans les sciences de l'ignorance, on peut dire qu'il y a l'envie de quantifier ce que l'on sait qu'on ne sait pas. Donc, si on demande à un chercheur, à un clinicien, est-ce qu'il sait ce qu'il ne sait pas? Bon, c'est pas toujours évident. Il y a cette idée de cultiver l'incertitude, parce que c'est dans ces interstices de l'incertitude que s'insinue l'espoir du malade. C'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer qu'en fait, il y a un espoir en psychiatrie pour le malade. Donc là, je suis vraiment en train de parler de clinique. On parlait d'un point de vue très institutionnel, mais au final, l'incertitude, elle est très forte d'un point de vue thérapeutique. Et puis, d'un point de vue de la recherche, pour le clinicien, il y a aussi l'idée que, en fait, c'est de la curiosité. Quand il y a de l'incertitude, il y a de la curiosité, il y a une sorte d'excitation, en fait, à aller découvrir l'incertitude. Et ça, je pense que c'est assez fort. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a attiré en psychiatrie, c'est que on ne sait pas. Quand les externes me disent on ne sait pas, ben, très bien, venez, on ne sait pas. Il y a des choses à faire. Donc voilà, les sciences de l'incertitude se structurent au travers d'axes comme ça.
et donc nécessite d'une certaine manière une certaine humilité. Alors, de ce que je comprends de Houellebecq, je n'ai pas lu, hein, il y a une critique douce de l'humilité, et finalement on comprend à la fin que lui-même bah, se réfugie sous la coque de l'humilité. Ah, bah, je reste humble, je vais rester en retrait, ce qui fait finalement pas très bien. Donc il y a une humilité qui est conceptuelle, voilà, on essaie de la comprendre. Il y a une humilité en pratique clinique qui est plus émotionnelle aussi, c'est-à-dire il va falloir accepter qu'on est traversé par des choses extrêmement fortes par la clinique et qu'on ne va pas pouvoir les vivre, ou alors qu'il faut les vivre avec le patient, que c'est complexe. Une humilité réflexive, relationnelle, on pourrait dire même, c'est-à-dire que les patients, mais aussi nos pairs, nous ramènent des choses pour lesquelles on n'était pas d'accord, ça a débat dans la pratique clinique. Et donc, cette humilité-là fait qu'on doit se mettre en retrait parfois. Donc, ça fait des frontières mouvantes, puisque chacun apporte son lot de connaissances et doit se confronter, un psychanalyste dirait au manque, à ce qu'il n'a pas, à ce qu'il ne connaît. Troisième niveau où on pourrait positionner les frontières. Euh, donc, c'est pas au niveau de la communauté, on n'est plus au niveau de la pratique elle-même en tant que pratique constituée, ni de la science, ni de la pratique, mais vraiment au niveau de la catégorie. Donc, la question des catégories psychiatriques. Il y a énormément de réflexions épistémologiques dessus. Alors, avant d'aborder mes pingouins et rossignols, cet exemple je ne sais pas comment vous appelleriez en bas ces deux dessins. Pardon, alors quel est le terme qui permet de relier euh, une maison? Oui, habitation peut-être est plus large. Donc, on voit bien que la question du liant entre une maison, est-ce que, pour le dire autrement, cette yourte est une maison? Bah, va dépendre d'énormément de facteurs. On peut le dire qu'une yourte, c'est une population nomade. Donc, qui dit population nomade dit voyage dans un paysage lisse où tout est possible, sans fixité, sans sédentarité. Donc, cette yourte non mobile est-elle encore une yourte ou une maison? Et puis, chercher d'autres images comme le sandwich, hein. Voilà, est-ce que c'est un sandwich, un bagel ou un hamburger? Voilà, la frontière est très floue au quotidien, en fait, si on s'interroge sur la hiérarchisation des concepts. Et donc, à partir de ces exemples, ben, tout simplement, là, si je vous demande quelle est la ressemblance, enfin, quel est le terme commun entre ces deux images, normalement, voilà, c'est un oiseau. Mais si je vous demandais, avant de voir ces images, fermer les yeux et penser à un oiseau, il y a des grandes chances que vous ayez un prototype d'oiseau comme l'image de gauche et pas celle de droite. Parce qu'on a un prototype en tête de ce qu'est un oiseau, qui est plutôt normalement un rossignol. J'ai déjà posé des étudiants, j'ai le pigeon et la poule souvent, mais souvent, on n'a pas le pingouin. Souvent, sinon, ça peut être mauvais signe si notre prototype d'oiseau est un pingouin. Mais en tout cas, en psychiatrie, c'est ce qui se passe. On a quand même un prototype de maladie, de la dépression. Fermez les yeux, pensez à une dépression. Ben, malheureusement, les gens pensent à quelqu'un qui a les yeux rabaissés, autour des symptômes très monothétiques que sont la tristesse ou l'anédonie. Alors qu'on pourrait se dire qu'un clinicien expérimenté a une sorte de prototype plus élargi. Et voilà, donc il y a une pensée comme ça de ce vague avec un prototype au centre et puis du vague autour, comme si on avait des contours flous où le pingouin serait, le prototype aurait certaines caractéristiques, et puis par combinaison successive de caractéristiques, le pingouin a des ailes, un bec et des petites pattes, et puis le rossignol a ces trois caractéristiques, et le pingouin n'en a aucune de commune et est toujours un oiseau, par caractéristiques successives avec d'autres espèces. Donc, frontière mouvante entre catégories. Et en fait, pour insister sur ce point et rester plus dans le cœur de la psychiatrie, quand on essaie de combiner de manière très mathématique nos symptômes dans nos classifications, et à mon avis, a fortiori dans ce qu'on appelle un symptôme en clinique, ben, on peut tomber sur 10 000 manières d'avoir un trouble psychologique au sens large. Donc, il y a eu une petite littérature sur ça, les 636 000 manières d'avoir un trouble post-traumatique, 341 000 d'avoir la possibilité d'avoir un trouble mélancolique. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est clair, je ne vais pas vous faire la formule, mais dans la dépression, il y a un symptôme obligatoire parmi 9, il en faut un des deux, puis il en reste 5, donc, pardon, il en reste 7, donc il en faut 5 parmi les 7. Et quand on combine tout ça, ça fait énormément de manières d'avoir un même trouble. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que sur les 1000 profils de dépression les plus classiques, il n'y a que 1% des patients qui ont la même dépression.
Donc, en fait, ce qu'on appelle une dépression, c'est vraiment, ça donne l'idée que ça serait un prototype, même si cette idée est critiquée, et pas du tout quelque chose de très, très carré, construit. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des interactions entre symptômes chez un patient. Donc ça fait que là, c'était une démonstration très mathématique, rigoureuse, comme si les symptômes émanaient comme ça, comme des bulles euh, sortant d'un patient, alors qu'en fait, tout interagit avec tout, la fatigue avec les problèmes de concentration qui agissent sur l'humeur et l'anxiété. Et donc, vous avez compris, si on creuse cette question des frontières, depuis les communautés, en passant par la pratique clinique, les catégories, eh ben, on tombe sur quelque chose d'un peu plus fin, hein. J'ai une sorte de réduction là, dans la réflexion. Qu'est-ce que le symptôme? Qu'est-ce que cette variable? Qu'est-ce que manie finalement le clinicien au quotidien? C'est un sujet sur lequel on a réfléchi avec un psychologue et méthodologiste, Denis Borsboom, qui travaille aux Pays-Bas, qui a proposé une théorie des réseaux de symptômes. J'ai mis pour Jean-Arthur cette image qu'il fait sur ses tableaux, parce il parle en dessinant. Et je pense à Jean-Arthur Nicofanqui qui parle beaucoup en dessinant, qui a énormément de dessins, pour que ce soit pour ses étudiants ou quand on travaille avec. Voilà, donc là, ça ressemble à des dessins d'item response théorie, tout ça, mais il parlait vraiment de philosophie, de comment les symptômes grimpaient en intensité, puis ensuite il y avait une sorte d'hystérésie, c'est-à-dire de lenteur pour revenir à un état antérieur. Donc voilà, toute une réflexion, on le voit, qui existe hein, dans le champ sur qu'est-ce que nos unités cliniques et comment on les structure, notamment par les statistiques ou la méthodologie et la théorie. Ce qui nous fait aller vers ce qu'on pourrait appeler une science des symptômes. Alors là, c'est un titre très pompeux parce que bon, si on veut parler de science, on pourrait dire une pratique des symptômes, un art des symptômes, mais bon, je veux dire clairement une science des symptômes pour pour être clair, où quand on regarde dans la littérature, et là nécessairement c'est très artificiel ce que j'ai fait, il y a plein de propositions de ce que serait un symptôme. J'ai repris la première, celle proposée, détaillée, on pourrait dire, par Steve dans son livre L'éclipse des symptômes, hein. Et donc, résumer son livre en une phrase, c'est pas du tout l'objectif, c'est juste là pour être très didactique. On pourrait dire cette trace de pas dans la neige, comme si le clinicien était un détective qui suivait des indices. Et à travers cet indice, il va essayer de remonter le fil. Alors moi, quand on me dit remonter le fil, je pense à l'influence d'un symptôme sur un autre, sur un autre, sur un autre, qui fait une sorte de mélange, hein. Cette mélange prend consistance. Voilà, on a une sorte de plan de consistance qui fait que ça se, ça se condense et ça fait ce qu'on appelle un trouble. On peut le voir comme ça. En psychanalyse, on aura un autre modèle, hein, puisqu'il faut dire c'est finalement un modèle où on aurait le symptôme qui émane, je sais pas, chez Lacan, du désir qui est dévié par des défenses et qui devient un symptôme vers un objet de substitution. Et donc, voilà, on aurait certaines paroles à interpréter qui seraient témoins, ou chez Freud, d'un inconscient refoulé, de conflit refoulé. Et puis, voilà, dans ces théories des réseaux que j'abordais là, où l'idée qu'un symptôme serait nécessairement connecté à d'autres symptômes, et etc., etc., etc. Donc, bien sûr, chacun va se vexer parce que son champ est résumé en une phrase. Vous avez le droit. J'imagine que Minkowski et Felida n'ont pas réduit le symptôme à ça. Mais c'était vraiment pour présenter de manière didactique ici que le symptôme a de multiples facettes et a été exploré par de multiples champs. Je pense que c'est juste ça qu'il faut retenir, cette diapositive. Alors, maintenant, pour les dernières minutes qui me restent, ma question, enfin, et celle qu'on s'est posée avec Denis Borsboom aux Pays-Bas, était de savoir si, comment on pouvait parler de ce qui est un problème quand un patient nous dit j'ai un problème et qu'est-ce qui n'est pas un problème aussi. Et finalement, une des pistes a été de distinguer symptômes et problèmes, où finalement, ce qu'on appelle symptôme ressemble plus à cette mousse. Une mousse, donc c'est vraiment l'image de la mousse au-dessus de l'eau, quelque chose qui émane d'un en dessous non visible. Et finalement, donc, ces indices qu'on irait rechercher, comme le détective, hein, donc il y a une mousse qui peut être des réflexes, des émotions, des comportements, des faits, des événements de vie. Je ne vais plus travailler le lundi matin, c'est un symptôme, hein. Je consulte trop en psychiatrie, c'est un symptôme. Donc, c'est des événements de vie qui font symptôme et en fait qui n'ont pas tellement de sens isolément, pas de conséquences pour le patient. Alors, pas travailler le lundi matin, ça a tout de suite des conséquences, mais certaines émotions sont d'intensité modérée, n'auraient pas de conséquences. On peut les considérer symptômes. Et donc, des fois, pas d'impact, pas de handicap, voire pas de souffrance.
Et ainsi, la psychanalyse a posé ça, hein. Elle s'est dit, mais oui, un symptôme, en tout cas la psychanalyse lacanienne a dit, oui, oui, un symptôme peut être là par hasard et c'est pas nécessairement porteur de sens. Des fois, les symptômes sont là, fluctuent, c'est pas structurant pour le sujet. Et puis d'autres, dans la modélisation, on le voit sur mon petit schéma ici, ont opposé une conception pathogénique. Pathogénique, c'est tous les symptômes seraient pathogènes, seraient néfastes, à une conception salutogénique. Donc on a plusieurs, là, on a un site éditorial, salutogénique mental health, on a une réflexion sur ce qui est salutogénique, c'est-à-dire non pas des symptômes en tant que éléments de souffrance, mais des symptômes comme éléments de force pour le sujet. La résilience, c'est l'exemple un peu typique. C'est pas un symptôme à proprement parler, mais en même temps, des fois, on appelle un peu symptôme parce que c'est relevé par le clinicien comme tel. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qui devrait poser problème? Donc, je vous ai toujours pas dit ce que c'était un problème, hein, mais on va rester sur cette question du symptôme où finalement on pourrait distinguer trois éléments dans ce qu'on appelle symptôme au sens large. D'abord, c'est ce qu'on étiquette comme variable. Je vous parlais de la variable, de cette réflexion sur la variable. En fait, la variable, c'est l'étiquetage d'éléments recueillis par le clinicien. Étiquetage, ça veut dire que la personne me dit, voilà, je suis vraiment incapable de sortir du lit, c'est extrêmement lourd et je sens la réalité peser sur moi. Hop, étiquetage, tristesse ou anédonie. Voilà, ça, c'est vraiment l'étiquetage. Et on en fait une colonne dans un dataset et on traite cette colonne, on traite cette variable finalement. Ensuite, il y a comment c'est perçu cliniquement. Donc là, c'est la description que je viens de vous donner. C'est un mot, une phrase, un énoncé. Et puis après, il y aurait quelque chose un petit peu du dessous. Alors, j'essaie surtout de ne pas revenir à une conception de comme s'il y avait des choses par-dessus et des choses par-dessous, mais quand même, de quelque chose qui fait problème, qui gêne la personne. Euh, Derrière la variable relevée, derrière je teste les gens, etc., il y a un problème. Et donc, quand on s'intéresse à qu'est-ce qu'un problème en psychiatrie, ça voudrait dire interroger ce qui est une science des problèmes. Alors, je n'aurai pas de réponse miraculeuse, hein, on va rester justement très très humble. Après tout ça, pour vous dire que je ne vais pas définir exactement ce qu'est un problème, c'est des pistes de réflexion qu'on a ouvertes, mais on s'est dit que finalement, quand il y avait un problème, il y avait toujours une interaction. Alors, ça, on est très biaisé parce que, je dis on parce que c'est ce chercheur qui travaille sur les réseaux de symptômes, qui a même impulsé cette idée de réseau de symptômes dans la communauté. Moi, je m'y intéresse aussi. Mais quand même, c'est quand même difficile d'avoir un problème, de dire j'ai un problème, alors que ça n'influence rien autour de soi. Donc, vous voyez, l'humeur, elle peut être triste. On peut avoir une humeur un petit peu triste ou nette, et puis finalement, on va quand même travailler le lundi matin. Et moi, j'aurais tendance à dire que, bon, on peut l'appeler symptôme, on le relève, ce symptôme d'humeur, mais si ça ne nous empêche pas d'aller travailler, eh ben, ça pose pas problème. Alors, ça, c'est très artificiel parce qu'il y a vraiment deux nœuds, mais il faut s'imaginer qu'on vit, si des nœuds, hein, chaque nœud, c'est tristesse, travail le matin. Imaginons que nous, on vit avec peut-être des milliers et des milliers de nœuds. Il y a travailler le matin, mais il y a aussi avoir faim, aimer une telle ou telle personne, puis on aurait des nœuds à plus ou moins longue temporalité, réussir dans la vie, etc. Et finalement, le problème surviendrait quand un de ces nœuds influencerait un autre nœud. Donc, on aurait une sorte d'élément, symptôme au sens large, qui, en fait, serait inclus dans un ensemble et que le problème émergerait quand il y aurait une interaction forte entre deux éléments de sa vie. Donc, par exemple, ici, la coupe est remplie, le symptôme, c'est l'humeur qui est très, 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 très basse, et pourtant, ça ne m'empêche pas de vivre ma vie. Ça, c'est une question qu'on m'a posée, c'est finalement, est-ce qu'il peut y avoir une souffrance extrêmement élevée sans handicap? Il y a des auteurs, hein, les Nordenfeld, des normativistes, vont dire non, c'est pas possible, hein. Franchement, si vous avez quelque chose d'intense, nécessairement, ça cause une forme de handicap, même si c'est une sorte de contrainte interne. Je pense qu'en quelqu'un appartenant à la phénoménologie dirait pas ça. On peut avoir une souffrance très importante que le sujet vit intensément, qui fait symptômes sans qu'il y ait de handicap visible, donc sans que ça l'empêche au quotidien. Donc, moi, j'ai tendance à prendre cette position, à me dire qu'il peut y avoir des souffrances très intenses qui ne posent pas tant de problème, parce que ça ne nous empêche pas, ça ne bloque pas, ça ne rigidifie pas notre réseau, ça ne nous limite pas dans l'ensemble de nos activités quotidiennes et à plus long terme. Et puis, il y a des fois où des personnes vont dire, bon, là,
j'ai perdu on parlait de poisson rouge. Donc, j'ai perdu mon poisson rouge. Euh, c'est un symptôme qui a l'air très intense et finalement, ça le bloque complètement. Alors, sans doute parce qu'il manque plein de nœuds, ça le bloque parce que ça lui rappelle la vie animale qui pour lui a une valeur symbolique extrêmement forte et donc ça l'empêche de vivre dans la vie. Donc, à la limite, pourquoi pas? Il peut y avoir plein de nœuds entre ces deux nœuds-là que je n'ai pas dessinés. Mais en tout cas, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a deux éléments et une interaction entre eux. Et donc un problème serait ça, serait qu'il y ait au moins deux éléments. Et en fait, dit comme ça a l'air assez trivial. Après, voilà, j'ai un petit peu parlé de psychanalyse, je me dis, bah, on reprend les modèles classiques de psychanalyse, du manque, du désir, etc. Bah, on peut mettre cette pensée-là en réseau. Donc, par exemple, se dire que derrière S1, il y a du manque et du désir, et puis ça va créer, voilà, ça va interagir sur autre chose. On peut faire en phénoménologie, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais voilà, toute une pensée de l'interaction qui existe en fait, hein. Là, je suis juste en train de dire des choses qui existent dans d'autres domaines, et on la retrouve bien sûr dans les statistiques, puisque tout ça, c'est modélisable en statistique. Voilà, j'avance un petit peu, mais en tout cas, je donnais quelques exemples du symptôme et puis d'une science des problèmes. On a réfléchi à ça, à qu'est-ce que ça donnerait si déjà on différenciait les variables et les symptômes. Donc il y a un phénomène de variabilisation. Denis Borsboom, qui a proposé la théorie des réseaux de symptômes dans un article de World Psychiatry en 2017, a dit lui-même, moi j'ai mis le mot symptôme parce que c'est un clinicien de l'étage d'en haut là qui m'a dit que c'était mieux compréhensible pour les gens. Mais lui, il voulait appeler ça une théorie des variables. Parce que c'est des variables qui sont mises dans des colonnes d'un jeu de données et modélisées. Donc, en tout cas, il y a comme ça une sorte d'encodage. Rosenbaum, là, un article que j'ai mis au tout début, a parlé d'un outcome space. On est dans un espace des variables qui est particulier. Il y a des symptômes qui sont recueillis par le clinicien, qui sont en réseau, et puis il y a cette question de ce qui fait problème, sans doute nécessitant au moins ce critère relationnel de deux choses qui interagissent. En tout cas, c'est qu'une hypothèse, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une piste de travail, mais de deux choses qui interagissent et qui semblent nécessaires pour faire problème. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Voilà pour l'orateur suivant. Donc Alexandre Eloméry. C'est ça. Donc psychiatre à Marseille et docteur en philosophie Ouais, également. Donc j'ai vu que tu avais réalisé une thèse sur ne pas concevoir l'ineffable, le rapport entre pensée et langage C'est ça, ouais. dans la Ouais, médecine aliéniste française. Ouais, c'est pas... Parfait. Et donc tu vas nous parler d'histoire et vérité du savoir psychiatrique. Et donc, on va t'écouter. Comme on l'a dit, pensez à noter vos questions.